Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la signification profonde et réelle du mot maladie. Le mot maladie renferme un très grand secret. Et en même temps, il révèle la vraie cause de nos maladies non accidentelles et aussi le moyen 100% naturel d'éliminer cette cause. Pour pouvoir bien saisir ce que veut dire le mot maladie, il faut comprendre le mécanisme du pensée holistique que j'ai découvert dans les années 1980 environ. Alors, qu'est-ce que le penser? Et je dis cela surtout pour les nouveaux étudiants qui ne sont pas habitués à savoir ce qu'est le penser holistique. Alors commençons par qu'est-ce que le penser? Le penser est le mécanisme qui nous permet de penser, de sentimentaliser, de croire, d'imaginer, de réfléchir, de raisonner, d'aimer, de haïr, de juger. Bref, le penser holistique nous permet de vivre. La pensée est la conscience psychologique et morale. Et la conscience est la vie. La vie est la conscience. Celui qui perd la vie perd la conscience. Alors maintenant, voyons un peu ce que veut dire le penser holistique. Que veut dire le mot holistique? Le penser est un système holistique, c'est-à-dire un penser global, un ensemble, un tout, constitué de deux demi-piles identiques, mais inversement fonctionnelles, comme la main droite et la main gauche, ou comme mâle et femelle. C'est comme ça que tout fonctionne. Nos lecteurs de cassettes, nos torches pour éclairer, ça fonctionne comme ça. C'est un mécanisme androgyne, à la fois mâle et femelle. C'est un couple. Le penser holistique est un couple, mâle-femelle. On symbolise ce couple par un cercle partagé en deux parties, dont l'union
constitue une pile fonctionnelle et dont l'interaction entre les deux demi-piles produit la conscience psychologique, le je pense, donc je suis vivant puisque je pense. Ça produit quoi? La conscience, bien sûr, mais qu'est-ce que la conscience? Eh bien, c'est notre lumière intérieure, notre force vitale, c'est-à-dire notre vie. Ce couple est à la fois électrique par le conscient et il est magnétique par le subconscient. Le conscient est procréateur et le subconscient est créateur, concrétiseur. Nous avons donc là un architecte et un bâtisseur. L'architecte fait le plan de construction et le subconscient, le bâtisseur, construit d'après le plan architectural du conscient. Tout sentiment suscité et vécu émotionnellement par le conscient procréateur s'imprime dans le subconscient créateur concrétiseur. Dès lors, on comprend immédiatement que nous somatisons tous nos sentiments. Nous somatisons tous nos sentiments, qu'ils soient vécus consciemment ou inconsciemment. Alors, qu'est-ce qu'un sentiment? Un sentiment est un vécu intérieur, vécu consciemment ou inconsciemment, par le conscient qui est le partenaire intime du subconscient. Ce vécu intérieur, d'origine mentale, est essentiellement constitué d'une croyance et d'une image mentale, tous deux suscités consciemment ou inconsciemment par notre conscient, c'est-à-dire par notre mental. Ce phénomène mental est auto-hypnotique, c'est-à-dire auto-introsuggestif, donc émotionnant, puisqu'il s'imprime dans le subconscient. Il est donc programmant. Il est donc procréateur. Ce phénomène hypnotique agit comme un spermatozoïde qui féconde un ovule de même espèce, mais il agit aussi comme un neurotransmetteur ou bien encore comme une télécommande qui permet de faire passer un message d'une chaîne à une autre. Du fait que le subconscient est le siège des émotions, d'une part, et que, d'autre part,
c'est un ordinateur qui matérialise, qui concrétise toutes les informations abstraites qui lui sont fournies par le clavier relié à cet ordinateur, clavier faisant la volonté de son utilisateur, c'est-à-dire de notre mental. Du fait que c'est l'émotion suscitée par le conscient, par le mental, qui est le catalyseur, concrétiseur de l'information, on peut donc dire que la croyance associée à une image mentale est émotionnante, donc concrétisante, matérialisante, somatisante. Or, la croyance imaginative est un vécu intérieur. C'est effectivement ce vécu intérieur, le sentimental, qui induit l'émotion subconscientielle, la catalyse concrétisante, la matérialisation de nos sentiments, bref, la somatisation. Le sentiment est la cause et l'émotion est l'effet de cette cause. Ce qui veut dire que l'on peut maîtriser un sentiment, mais que l'on ne peut pas maîtriser une émotion. En d'autres termes, on peut maîtriser une cause, mais pas son effet. Précisons que seuls les sentiments qui sollicitent l'émotion catalysante sont concrétisés, somatisés, matérialisés dans le soma, c'est-à-dire dans le corps physique. Je le redis pour bien fixer les idées, nous somatisons tous nos sentiments vécus émotionnellement. Que ces sentiments aient été vécus consciemment ou inconsciemment. Vivre émotionnellement une information, un événement, c'est s'identifier à son contenu, comme un bon comédien s'identifie au personnage qu'il incarne. Vivre émotionnellement une information, vivre émotionnellement un événement que l'on croit être vrai et que l'on a imaginé, consciemment ou inconsciemment, comme dans la réalité matérielle, externe, tridimensionnelle, environnementale. Vivre émotionnellement un événement, une information quelconque, c'est donc solliciter l'émotion matérialisante, concrétisante du subconscient réactionnel. Lorsque ce vécu intérieur est symétrique, positif, symétrique, conforme
à la loi vitale de symétrie cosmique, car le cosmos est symétrique. Si le cosmos n'était pas symétrique, il aurait implosé sur lui-même depuis toujours, et nous ne serions pas ici en train d'en discuter. Donc, lorsque ce vécu intérieur est symétrique, conforme à la loi vitale de symétrie cosmique qui régit tous nos processus vitaux, qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, il en résulte de la négantropie, c'est-à-dire de la luminescence, de la force vitale. Donc, un bon rendement organique, donc de bonnes assimilations et de bonnes éliminations. Il en résulte donc de la propreté intérieure, donc de la santé naturelle. Par contre, lorsque ce vécu intérieur est dissymétrique, bancal, négatif, contraire à la loi vitale de symétrie cosmique, eh bien, il en résulte de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, de la dévitalisation et conséquemment un mauvais rendement organique, de mauvaises assimilations, de mauvaises éliminations, donc de la saleté intérieure, de la morbidité, donc de la maladie. Alors, n'oubliez jamais que c'est toujours une dissymétrie fonctionnelle qui induit, qui provoque une dissymétrie structurelle, c'est-à-dire des lésions. La fonction précède la lésion. À présent, voyons ce que veut dire le mot maladie. Pour répondre très précisément à cette question, réexaminons le mécanisme du pensée holistique. Il faut me le redonner, le pensée holistique, s'il vous plaît. On va réexaminer le pensée holistique, le couple conscient-subconscient, symbolisé par le schéma ci-après. Vous avez compris qu'il y a un élément mâle et un élément femelle. Il faut comprendre que le subconscient fait la volonté du conscient. Alors, étant donné que notre subconscient est le capteur, donneur de la force vitale, c'est le subconscient qui capte l'énergie cosmique, l'esprit en quelque sorte, et il le capte par le rhinencéphale, par le nez. La force vitale, fournie par le subconscient, ou vice-versa, le subconscient qui fournit la force vitale, est l'intelligence absolue en nous. On peut donc dire que c'est notre Dieu intérieur. Retenez bien que notre subconscient, puisque c'est lui qui nous donne la vie,
C'est en effet lui qui fait battre le cœur, qui fait circuler le sang, qui effectue les assimilations, les éliminations. Bref, c'est le subconscient qui nous anime. Voilà pourquoi je dis, on peut donc dire que le subconscient est notre Dieu intérieur. Étant donné que notre subconscient, c'est-à-dire notre Dieu intérieur, matérialise, somatise automatiquement tous nos sentiments, les mauvais comme les bons, les dissymétriques comme les symétriques. On peut donc dire que la maladie est la conséquence d'une programmation négative de notre Dieu intérieur. J'espère que vous avez bien compris que le conscient agit et que le subconscient réagit. La maladie est en fait une réaction pathologique pour avoir fait mal à 10 E. Pour avoir fait mal à 10 E. Maladie E. Maladie. Ce qui donne maladie. Quand on fait maladie E, on obtient une maladie E. Le mot Dieu, utilisé ici par moi, n'a évidemment aucun rapport avec les diverses croyances religieuses, protestantes, catholiques, musulmanes, etc. Pour moi, le mot Dieu veut dire vie, et vie veut dire Dieu. Dieu, c'est la vie, et la vie, c'est Dieu. Alors, faire mal à Dieu, c'est faire maladie, c'est en fait programmer à l'envers notre subconscient réactionnel, concrétiseur. C'est programmer à l'envers quoi? Notre ordinateur intérieur, notre Dieu intérieur, notre vie. La cause d'une maladie non accidentelle, les maladies usuelles de tous les jours, qui ne sont pas dues à un accident, eh bien, la cause de la maladie est indiquée dans le mot lui-même maladie. La cause d'une maladie, d'un mal fait à Dieu, est inscrit dans le mot maladie. Mais personne ne l'a remarqué, à part les initiés en la matière, évidemment. Alors, que faut-il faire pour se guérir d'un maladieux, d'une maladie, Je vais pour cela laisser la parole à Madame la Présidente, qui va vous l'indiquer mieux que moi. Madame la Présidente va vous le dire. Je vais continuer donc cette conférence sur ce thème. Qu'est-ce que c'est que la maladie? Vous avez compris maintenant. Alors, pour se guérir vraiment d'une maladie, il suffit de reprogrammer à l'endroit symétriquement notre subconscient en corrigeant, en rectifiant notre mental, notre conscient, habituellement négatif, dissymétrique, donc déviant.
Autrement dit, il suffit de penser à l'endroit habituellement, donc de cesser de faire du mal à notre Dieu intérieur, c'est-à-dire à notre vie, à notre subconscient réactionnel qui concrétise automatiquement tous nos sentiments vécus émotionnellement, consciemment ou inconsciemment. À l'exemple d'un ordinateur qui nous rend concrétiser toutes les informations qu'on introduit en lui par l'intermédiaire du clavier. En effet, si sur le clavier, je frappe les lettres « je te hais », l'ordinateur n'exprimera que la phrase « je te hais » et non pas la phrase « je t'aime ». Du fait que le subconscient est un système réactionnel automatique, semblable à un ordinateur, donc incapable d'analyser, d'interprétation, de discrimination, d'attributs qui n'appartiennent qu'à son partenaire intime, le conscient. Il concrétise tous les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il nous fait, c'est-à-dire il fait à son partenaire intime, le conscient, ce que le conscient lui a fait préalablement. En fait, il agit comme un ovule qui matérialise automatiquement l'information qu'il a reçue d'un spermatozoïde de même espèce ou comme une bonne terre fertile qui fait pousser toutes les plantes, aussi bien les mauvaises que les bonnes. Notre subconscient, c'est-à-dire notre Dieu intérieur, est neutre. Et c'est parce qu'il est neutre qu'il est parfait, qu'il est Dieu. Notre subconscient est un serviteur zélé qui obéit absolument, totalement aux croyances imaginatives de son partenaire intime, le conscient procréateur. La maladie non accidentelle est donc toujours d'origine mentale. Sa cause est dans le mental, son effet est dans le corps physique. C'est le conscient procréateur qui boit l'alcool, enivrant de sa propre bêtise, mais c'est son corps physique qui trinque. En fait, la maladie est une auto-punition pour avoir fait du mal à Dieu, à notre Dieu intérieur, pour avoir programmé à l'envers notre subconscient, que cette programmation ait été réalisée consciemment ou inconsciemment. Pour demeurer en santé naturelle ou pour la restaurer, notre conscient doit constamment penser à l'endroit conformément à la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement, loi vitale qui est
en vérité, le code de la vie, le code de la bonne conduite vitale, existentielle, à l'instar du code de la route de bonne conduite véhiculaire. La négativité mentale se nourrit de la force vitale intrinsèque fournie par l'esprit et captée par le subconscient. Elle l'use, elle le dévitalise, le mal-pensant. Et c'est cette dévitalisation plus ou moins importante qui favorise la constitution organique d'une morbidité du sang, de la lymphe et des flux de lacunaires. Intoxication éthiopathogène par suite d'un affaiblissement du rendement organique, donc des assimilations et des éliminations. Alors, d'où vient la multiplicité de nos maladies? En fait, toute la multiplicité des maladies apparentes n'est qu'une illusion. Le mal mental s'exprime somatiquement, sa tonalité propre, c'est-à-dire selon sa propre fréquence vibratoire, induite par le mental. Exemple, un sentiment de haine n'a pas la même fréquence vibratoire qu'un sentiment de jalousie. Par exemple, il ne produira donc pas le même effet néfaste, la même maladie. La fréquence vibratoire du terrain organique dépend du sentiment dominant habituel qui est vibratoire. Or, nous ne pensons pas tous de la même façon au même moment. Voilà pourquoi on constate une multiplicité de réactions psycho-organiques appelées maladies par la médecine allopathique. Multiplicité qui fait croire à une multitude de maladies différentes alors que, en vérité, elles sont toutes induites par une seule et même cause. La morbidité spécifique idiosyncrasique du terrain, cette morbidité ayant dépassé le seuil de tolérance, morbidité spécifique personnelle, dont la première cause est mentale. Le mal profond est d'abord mental. Voilà pourquoi le psychologique a tant d'importance en hygiène vitale et en médecine de santé, en vraie naturopathie. Si l'être humain mange et boit à l'envers du code de la vie, c'est-à-dire anti-biologiquement, s'il vit à l'envers, c'est-à-dire anti-hygiéniquement, s'il incorpore des poisons socialement acceptés, tabac, alcool, drogue,
médicaments, etc. C'est la preuve qu'il pense à l'envers habituellement. C'est la preuve qu'il prend l'envers pour l'endroit. C'est la preuve qu'il croit au lieu de savoir. Et c'est la preuve que ses croyances sont habituellement fausses, basées sur la méconnaissance de la loi vitale de symétrie cosmique qui régit notre force vitale, notre vie. Et si l'être humain croit au lieu de savoir, c'est tout simplement parce qu'il refuse de penser par lui-même, c'est-à-dire de réfléchir, de raisonner et de juger objectivement, logiquement, par paresse mentale. Bref, retenez qu'avec la santé naturelle, on peut tout faire, on peut tout créer. Alors, que faut-il faire au juste pour demeurer en santé naturelle, pour la restaurer lorsqu'on l'a altérée? Eh bien, il suffit de faire du bien à son Dieu intérieur, c'est-à-dire à sa propre vie, à son subconscient, lequel s'exprime essentiellement à travers le système neurovégétatif et hormonal, d'où nécessité de maîtriser nos sentiments et de les positiver constamment. Il faut aimer sa vie. Aimer sa vie, c'est aimer son Dieu intérieur. C'est obéir à sa loi vitale de symétrie, de neutralité des sentiments. C'est donc penser à l'endroit, manger à l'endroit et vivre à l'endroit, comme nous l'enseigne le professeur Jovet. La neutralité des sentiments qui fait la symétrie ou positivité mentale éthio-vitalogène, la non-neutralité des sentiments qui fait la dissymétrie ou négativité mentale éthiopathogène. Penser à l'endroit, manger à l'endroit, vivre à l'endroit, c'est donc cesser de s'intoxiquer, de s'empoisonner. C'est donc avoir une propreté mentale et organique la plus stricte possible. D'où nécessité de se responsabiliser, de se prendre en charge et de se corriger. C'est donc cultiver l'amour romantique qui est le vrai amour, celui qui nous rend heureux, vraiment heureux. Car la finalité de la vie est effectivement le bonheur absolu. C'est d'être en permanence vivant dans l'amour, la joie, dans la conscience absolue, parfaite. Le but de la vie biologique, c'est de redevenir lumineux, radieux. Mais pour parvenir à atteindre le vrai bonheur, il faut commencer par être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, donc heureux, vraiment heureux, il faut obéir
à la loi vitale de symétrie cosmique qui régit inexorablement tous nos processus vitaux. Merci. Alors, le professeur va nous faire la conclusion. Avez-vous bien compris ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça a été suffisamment clair? En conclusion, retenez bien ceci. Notre subconscient agit, ou plus exactement, il réagit. Il réagit comme une bonne terre fertile qui fait pousser toutes les herbes, aussi bien les mauvaises que les bonnes. Cette bonne terre fertile est en nous. Elle obéit à la loi vitale d'action et de réaction, c'est-à-dire de cause à effet. Ce qui veut dire que chacun de nous reçoit ce qu'il mérite selon la nature et la quantité des semences qu'il a mises en lui. Ces semences sont nos sentiments programmants, émotionnants, c'est-à-dire inducteurs d'émotions concrétisantes. Nos sentiments naissent de nos croyances imaginatives, vécues dans notre conscient, consciemment ou inconsciemment. Étant donné que nous sommes responsables de ce que nous pensons, de ce que nous croyons, de ce que nous imaginons, consciemment ou inconsciemment, nous sommes donc responsables du bien ou du mal que nous faisons à notre subconscient, à notre Dieu intérieur, donc à notre vie, à notre force vitale. Nous sommes donc responsables des conséquences de nos vécus intérieurs, que ceux-ci aient été vécus consciemment ou inconsciemment. On ne le redira jamais assez. En vérité, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, en mal comme en bien, et en bien comme en mal. Ce qui veut dire que nous sommes responsables de nos maladies non accidentelles, qu'on l'accepte ou pas, car il nous est toujours fait comme nous croyons. Notre extériorité est le reflet fidèle de notre intériorité, qui se ressemble, s'assemble, s'attire. Or, notre intériorité est avant tout notre mental. Et notre extériorité est notre corps physique, le milieu externe, environnemental.
Si donc mon corps physique me fait mal, c'est parce que j'ai préalablement fait du mal à mon subconscient, à mon Dieu intérieur, à mes processus vitaux. Prendre conscience de ceci en toute objectivité, sans parti pris, sans fausse croyance, sans préjugés, c'est se responsabiliser et corriger ensuite notre attitude mentale habituellement déviante, négative, c'est se prendre en charge, c'est ne compter que sur soi, que sur soi-même pour se guérir, car rien ni personne ne peut nous guérir de quoi que ce soit du fait que autrui ne peut pas penser et vivre à notre place. La vraie guérison, la guérison naturelle, sans médicaments évidemment, vient toujours de notre intériorité, de l'intérieur de nous-mêmes. Dès qu'on cesse de faire du mal à notre subconscient, dès qu'on cesse de le programmer à l'envers, en fait, dès qu'on cesse de faire maladieux, car faire maladieux, c'est faire maladie, Ceux qui ont inventé le mot maladie n'étaient pas seulement médecins, mais aussi de très grands initiés en philosophie de la vie. Ah, c'était pas des cons, croyez-moi. Cette philosophie de la vie, c'est cette philosophie de la vie qui aujourd'hui manque le plus, non seulement aux médecins allopathes, notamment, mais aussi aux personnes qui se disent être naturopathes, alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Je rappelle que la vraie naturopathie, qui est la vraie hygiène et médecine de santé orthopsychobiologique, est à la fois une philosophie de la vie, une science et des techniques, mais pas uniquement des techniques. Ceux qui se disent être naturopathes et qui n'utilisent que des techniques sans philosophie et sans la science de base de la vraie naturopathie sont des thérapeutes qui doivent sérieusement compléter leur formation en sciences de la santé s'ils veulent être admis par les autorités officielles et par les médias notamment, lesquels médias, par ignorance et incompétence, se permettent
de dire des saloperies sur la naturopathie, parce que tous ces gens-là ignorent, jugent la naturopathie à travers les naturopathes en herbe, pour ne pas dire à travers les faux naturopathes. Et oui, les allopathes ont une mauvaise opinion de la naturo à cause des faux naturopathes eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas la compétence. Et ils n'ont pas de ce fait l'autorité de compétence. C'est par l'autorité de compétence que l'on peut s'affirmer, que l'on peut s'imposer, non en jouant les bricolothérapeutes. Et la haute compétence s'acquiert comment? Eh bien, elle s'acquiert progressivement par l'étude constante, basée sur la logique et l'objectivité. C'est à cela que je vous invite vivement. Je vous remercie pour votre attention.